Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui l'épisode 3. C'est un épisode qui est consacré à l'industrie. C'est du lourd, du très lourd. Générique. J'ai le plaisir de vous présenter les deux membres du jury qui sont à mes côtés. Bonjour Elisabeth Delalande, vous êtes déléguée régionale de l'INPI. L'innovation, c'est vraiment le cœur de nos préoccupations. En région, nous sommes là pour aider les innovateurs et l'industrie est créatrice d'emplois, créatrice de valeur et c'est pourquoi nous sommes très heureux de participer à ce prix Industrie. Très bien, nous sommes très heureux aussi de vous avoir à côté de nous. Bonjour Corinne Delille, rédactrice en chef adjointe de Bref Éco. On en parle toute l'année dans Bref Éco, des innovateurs, c'est un vrai plaisir. Tout à fait. Bref Éco, j'ai envie de dire vie pour l'innovation. On adore aussi l'industrie. Les journalistes de Bref Éco se rendent quasiment toutes les semaines dans les usines. On aime voir comment ça fonctionne. La catégorie industrie, pour nous, c'est un régal. Très bien. J'accueille notre premier finaliste. Il s'agit du dirigeant de la société Keos, Dominique Mercier. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez la règle du jeu? Vous avez 2 minutes pour nous convaincre. Très bien, donc je suis Dominique Mercier, le CIO de Keos, la plateforme B2B pour le réemploi des pièces de maintenance industrielles. Donc nous sommes partis du constat qu'il y a environ 3 milliards d'euros de pièces de maintenance qui dorment dans les entrepôts européens. Équipements électriques, automatismes, composants électroniques, toutes sortes de matériel. Aujourd'hui, les industriels ont bien conscience qu'il faudra essayer de les vendre, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, à qui, dans quelle région. Et au final, ça leur prendrait trop de temps et ces pièces sont détruites. Et donc chez Keos, nous avons développé des algorithmes à base d'intelligence artificielle qui permettent d'automatiser la rédaction d'annonces. Nous générons le contenu technique, les photos, nous déterminons les prix en fonction du marché et nous publions en masse simultanément sur plusieurs places de marché à visibilité mondiale. Au fil des ventes sur les plateformes, nous achetons aux vendeurs et nous gérons le transport, la douane, jusqu'au client final. Alors, avec nos partenaires technologiques, Université Grenoble-Alpes, pour en citer un, nos partenaires financiers tels que BPI qui nous a labellisé Programme d'investissement d'avenir, la French Tech, et nos clients adopteurs précoces qui viennent de différents horizons, tels que Michelin, EDF, Sanofi, ST Microelectronics, nous avons identifié en quelques mois 10 millions d'euros de stock, dont la moitié est d'ores et déjà en vente en ligne. Et donc, mon message aux industriels aujourd'hui, c'est ne ferraillez plus vos pièces dormantes et surplus. La technologie existe pour les vendre de façon extrêmement efficace, donc confiez-les à Keos, nous leur trouverons une nouvelle vie. Très bien. Et tout ça en moins de 2 minutes. Bravo. Quelles sont vos données d'entrée en fait? Vous partez d'inventaire tout fait? On va partir d'un extract de l'ERP, donc le système d'information de l'entreprise, dans lequel on va retrouver des références, des noms de fabricants. Et souvent ce fichier-là, il est de qualité moyenne avec beaucoup d'erreurs dedans. Et donc tout l'enjeu, c'est de faire de l'analyse sémantique de données hétérogènes pour reconnaître effectivement ces pièces et d'enrichir en contenu afin de pouvoir générer donc ces fameuses annonces qui vont permettre de vendre ces pièces. Du coup, votre solution, elle est uniquement à destination des grands comptes? Nos clients vendeurs qui apportent donc cette matière première sont plutôt des gros clients aujourd'hui. En revanche, nos clients acheteurs sont des petits clients de partout dans le monde. Qu'est-ce qui empêchera un concurrent de vous copier? La difficulté dans notre métier, c'est le volume. Donc on parle de dizaines de milliers de références et donc notre valeur ajoutée là-dedans, c'est d'automatiser tout ça. Donc on a parlé de l'analyse sémantique pour reconnaître les pièces. Et on a d'autres algorithmes qui analysent les prix mondiaux, s'il s'agit de vendre au meilleur prix. Et tout ça, ça constitue une barrière à l'entrée. Et aussi le réseau qu'on peut avoir auprès des industriels est aussi une barrière, parce qu'il faut quand même se faire référencer dans des grands comptes, ce qui n'est pas toujours évident. Les premiers contacts justement que vous avez avec ces industriels, ils sont plutôt positifs? La solution qu'ils avaient, c'était de détruire ou alors de vendre à extrêmement bas coût une petite portion de leur stock. Et du coup, on est extrêmement bien accueillis parce qu'on leur apporte une vraie solution. Alors votre business model justement, vous vous rémunérez comment? Le client achète à Keos et nous on rachète aux vendeurs. Et c'est à ce moment-là qu'on répartit la valeur. Donc on a trouvé un partage qui plaît à tout le monde pour que chacun retrouve son intérêt dans ce business model. Aujourd'hui, tous les vendeurs de pièces sont français. La plupart, mais on a maintenant des comptes en Espagne, en Allemagne, en Indonésie, on commence à attaquer le Mexique et on a des contacts avec la Turquie. Très bien, merci. Intéressant. Une présentation efficace.
Se retrouver face au jury, c'est toujours un vrai challenge. Je croise les doigts pour le verdict. Eh bien, je vais demander maintenant à notre deuxième finaliste de nous rejoindre. Il s'agit de Gabriel Fess, de la société Polyloop. Bonjour. Bonjour. C'est à vous. Top. Merci. En fait, avant d'arriver, je vous ai piqué un bout de votre chaise à chacun. Vous n'êtes peut-être pas rendu compte. Non. Mais vous êtes assis en fait sur un matériau composite flexible avec du plastique et du PVC. Malheureusement, vous n'avez pas une belle chaise en bois. Donc ces matériaux composites flexibles ne sont pas recyclables, et ça depuis qu'on les fabrique. Donc fort de ce constat-là, on se dit tiens, il y a un petit challenge, on aime bien les challenges, et chez Polyloop, on l'a relevé, on le relève, et on recycle ces matériaux-là. Donc c'est des grands mots, les matériaux composites flexibles, simplement ils sont multicouches, ils sont avec du PVC, mais autre chose, un textile, un aluminium, un renfort, quelque chose qui fait qu'on ne sait pas si on choisit de les recycler dans une filière spécifique à un matériau ou bien avec autre chose. Donc c'est l'impasse. C'est l'impasse. Alors comment on fait? On prend un Doliprane. Donc je vous donne un Doliprane à chacun. Mais en fait avec ce Doliprane, vous avez encore un matériau composite flexible. C'est-à-dire que vous avez d'un côté l'aluminium et de l'autre côté le PVC. Donc vous êtes de nouveau dans l'impasse. Et là encore un challenge qui nous intéresse. On n'est plus sur le secteur des meubles, etc. On est sur le secteur du médical. Et nous, on en fait ça en fait. On en fait de l'aluminium d'un côté et on en fait une poudre de PVC de l'autre. Et l'un va pouvoir partir en valorisation dans des poêles de demain et l'autre va pouvoir être réutilisé pour faire de nouveaux matériaux. Donc l'idée c'est de faire une boucle d'économie circulaire sur les mêmes matériaux sans les dévaloriser. On ne les dépolymérise pas, on reste sur du PVC qui était la matière d'origine et on en fait du PVC prêt à l'emploi pour celui qu'il avait déjà consommé. Donc en fait, il ne rachète pas sa matière, il la réutilise dans son propre procédé industriel. Et l'histoire de Polyloop, c'est ça. On en est à l'étape laboratoire, mais on utilise un procédé qui a fait ses preuves pendant 20 ans dans une très grosse usine en Italie. On leur a aspiré, acheté le brevet, et on redéveloppe ça dans des plus petites unités, compactes, chez les industriels. On ne fait pas voyager le déchet, on le laisse là où il est, et à partir de là où il est, on refait une matière prête à l'emploi. Voilà. 2 minutes, bravo. Elisabeth, c'est à vous. Oui, donc si je comprends bien, vous transposez à une échelle plus petite un procédé qui existe déjà dans l'industrie. Cette usine, elle s'est arrêtée en 2018 et en fait, on passe de l'ordinateur au smartphone. On prend ce procédé-là, on le réduit, on en fait une réingénierie complète forcément, mais on le rend en tout cas plus efficient à petite échelle. Vous vendez des petites usines? Notre offre de valeur, c'est donner accès à de la matière recyclée pour celui qui génère le déchet et à travers cette petite unité Polyloop qui sont installées chez l'industriel, sur son site en tout cas, parce que c'est là qu'il y a le déchet et de là où il va réutiliser la matière. Ces petites unités, elles seront en mesure de traiter quelle quantité de déchets? Elles traitent chacune 500 tonnes à l'année à travers un procédé en batch. On n'est pas sur un procédé continu, parce que l'idée c'est de savoir si vous avez fait du bleu de votre costume ou bien une autre couleur différente, et bien à ce moment-là on va pouvoir traiter par 300 kg du bleu, du blanc, du rouge, parce qu'on est français. Alors où est-ce que vous en êtes? Vous avez déjà vendu des unités ou pas encore? On a déjà vendu une unité dans la région qui va aller se positionner à la Tour du Pin chez Serge Ferrari, qui est un des partenaires d'un consortium qu'on a monté au démarrage. Et le reste, ce sont des précommandes qui sont en train d'arriver en ce moment même à travers des acteurs du bâtiment, de l'outdoor, du flooring, du médical, qui se positionnent tous pour prendre un certain leadership sur le marché afin de pouvoir proposer non pas de la matière recyclable, mais du recyclé dans les articles. Et là, on est sur du vrai. Ce que vous appelez votre machine à laver, vous la vendez combien? On la vend un peu moins de 3 millions d'euros. La question, c'est pas tellement ça, c'est plutôt en combien de temps je la rentabilise. Et pour celui qui a des matières de forte valeur, comme c'est le cas du blister que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un TRI autour de 5 ans. Est-ce que vous avez tout compris? Oui, enfin on espère. Sans être spécialiste du PVC, en tout cas, la démonstration était assez parlante. Merci beaucoup. Merci. Montrer les pièces comme ça, nous interpeller, Ah c'était sympa. Petit côté théâtral. Il avait préparé son pitch, hein. Je pense qu'on a une solution qui est pertinente, mes confrères aussi. Que le meilleur gagne, ce qui compte, c'est que ce soit l'environnement qui remporte. On a notre chance comme tous les autres. Et voici le moment d'écouter le troisième finaliste. J'invite donc le directeur général de la société Construction Composite Bois, monsieur Rémi Ishia. Bonjour. C'est parti.
Déjà, merci de m'accueillir. Je suis ravi d'être ici pour vous parler de notre technologie qui est utilisée pour la fabrication de murs et de dalles pour la construction de bâtiments. Cette technologie, on l'appelle la technologie Lignoroc. Et Lignoroc, c'est un matériau de construction biosourcé, innovant, un béton de bois, qui est adapté dans des principes de construction qualitatifs et rapides en préfabrication. Et chez nous, on pense que la technologie Lignoroc, c'est l'avenir de la construction. Pourquoi? Parce que ce matériau de construction, il a une particularité unique, c'est de présenter un bilan carbone fortement négatif tout en étant structurel, c'est-à-dire qu'il permet de construire n'importe quel type de bâtiment dans une enveloppe, dans un bilan global carbone négatif. Par ailleurs, il a des caractéristiques techniques qui sont remarquables et qui, du coup, en font un matériau qui est sans concession. Il est parfaitement adapté à l'ensemble des attentes, que ce soit des acteurs de la construction, des clients finaux, évidemment, des utilisateurs, mais qui s'inscrit aussi dans un cadre environnemental respectueux. On peut noter par exemple, parmi plein d'autres choses, ces performances thermiques qui permettent de réduire fortement la consommation énergétique des bâtiments. On peut noter aussi sa très grande résistance au feu et puis ses propriétés mécaniques qui lui permettent d'être adapté pour construire dans des zones sismiques et qui du coup répondent aux attentes sécuritaires des acteurs de la construction. Ce matériau il est recyclable en fin de vie et on peut le réutiliser pour de nouveau reconstruire avec, et il n'utilise que du bois de trituration dans sa matière première. Tout ça, on a développé cette technologie en l'adaptant dans des principes constructifs pour la préfabrication. Et ça permet d'adresser le produit fini sur le marché dans un prix de marché. Et du coup, ça rend cette technologie accessible à tout à chacun. Vous êtes formidable, 1 minute 30 à peine. Bravo, très clair. C'est quoi la différence entre votre produit sur le plan technique et un aggloméré ou un contreplaqué, je ne sais pas? En fait, il faut imaginer un béton traditionnel qui a pour formulation du ciment, du gravier, du sable et de l'eau. On substitue le gravier et le sable et on le remplace par un copeau de bois additif. Mais la charge de bois qui est utilisée est tellement importante qu'elle permet de compenser amplement le bilan carbone négatif amené par le ciment qui est un produit très carboné et au global d'avoir un produit fini qui est fortement négatif. Pourquoi avoir fait le choix de passer par des partenaires pour la fabrication? Pourquoi justement pas fabriquer en direct? Nous, on considère que ce matériau, il est vraiment exceptionnel. On a construit beaucoup de bâtiments, déjà un peu plus de 60. Si on avait fait le choix de développer nous-mêmes nos propres capacités de production, on aurait mis des années pour pouvoir adresser un marché qui est colossal en fait dans la construction. On préfère partager tout ça pour pouvoir développer les plus grandes capacités de production en un minimum de temps et de manière à ce que le marché puisse avoir accès de manière massive à la technologie. Vos licenciés doivent mettre en œuvre quelles installations chez eux pour pouvoir faire ça? On a conçu, la seule chose qui manquait, c'était une machine spécifique pour compacter le produit, pour le lisser et le compacter. On a développé cette machine-là, on l'a brevetée. On l'offre évidemment à nos licenciés pour que ça s'intègre dans leur process de préfabrication. Et quelles sont les concurrentes que vous pouvez avoir dans ce domaine? Les concurrents, on va en retrouver au niveau de la fabrication du granulat. Sauf qu'aujourd'hui, tous les fabricants de granulats, ils viennent chez nous pour essayer de comprendre comment on fait et comment on y arrive, parce qu'ils n'arrivent pas à produire un granulat qui soit apte à pouvoir faire un produit structurel et qui puisse permettre la construction derrière. Parallèlement à ça, évidemment, il y a plein d'autres matériaux de construction sur le marché. Et quand vraiment le grand méchant loup est bien pour souffler sur la maison ça ne vole pas. Ah non, la maison, elle ne s'envole pas. Merci à vous. Merci bien. C'est incroyable, c'est léger. Non, c'est très bien. Bien, on a écouté les 3 porteurs de projet qui sont vraiment tous très très intéressants. On va maintenant prendre un petit moment pour délibérer. Un petit peu stressé par cette notion de timing. C'est toujours un petit peu compliqué de gérer ça. J'espère les avoir conquis tous les 3, évidemment. On peut peut-être commencer par le premier qu'on a vu, peut-être. Écoutez, moi je dois dire que c'était un peu mon coup de cœur parce que je trouvais ça assez étonnant qu'une entreprise deep tech, une start-up, arrive à se mettre comme ça au service de l'industrie du futur. Ouais. Il ne fabrique pas un produit industriel. Cela dit, on reste quand même dans ce monde. Non, je trouve que c'est un exemple effectivement en termes de recherche. On est aussi dans l'innovation collaborative. On passe au deuxième qui lui est un vrai industriel, Polyloop. La technologie a déjà été éprouvée, mais à très grande échelle. Là, on est toujours dans un cercle vertueux, le recyclage, la réutilisation des matériaux. L'enjeu environnemental, il est énorme, quoi.
Ils apportent une vraie solution. Le troisième candidat, lui, il est prêt déjà depuis 10 ans. Ce que j'aime bien dans ce dossier, c'est effectivement le fait qu'ils aient fabriqué au plus près de déchets de bois et puis au plus près aussi des clients. Non, ces 3 dossiers, je trouve très intéressants. Puisqu'on est quand même dans la catégorie industrie, il faut peut-être aussi regarder ce côté-là. Enfin, moi, c'est Revers Polyloop. Je pense que mon choix se porterait sur Polyloop. Moi, je vais pencher pour construction composite bois, parce que j'aime bien ce petit projet, entre guillemets, qui a de grosses ambitions. Polyloop a pris l'ascendant dans la compétition avec 6 points. Construction composite bois résiste avec 3 points. Les 10 points sur dossier du jury renforceront-ils la première place de Polyloop ou permettront-ils au contraire aux 2 challengers de gagner in extremis? Eh bien, le jury a délibéré. Le nom du lauréat est dans cette enveloppe que je confie à Corinne. Roulement de tambour. Le trophée de l'innovation Bref-Éco dans la catégorie industrie est remis à Gabriel Fess pour la société Polyloop. Félicitations. Elisabeth, le trophée. Eh bien, je suis absolument ravie en tant qu'INPI, acteur majeur de l'innovation, de vous remettre ce trophée. Bravo à vous. Ça fait plaisir d'être lauréat, d'être reconnu par un acteur de notre territoire aussi. Ça aurait très bien pu être les autres, vous avez des magnifiques produits, monsieur, donc il y a une belle offre de votre côté. Donc, voilà, mais je pense qu'on sera amené à se recroiser sur le territoire et puis en tout cas à se soutenir entre start-up de ce domaine-là. Bravo à Polyloop qui est notre lauréat de la catégorie innovation industrielle. Rendez-vous demain à la même heure, au même endroit, pour l'épisode 4 de notre série qui sera consacré à l'innovation collaborative. Dans la catégorie industrie, Polyloop. Construction composite bois. Polyloop. La société Construction composite bois. Polyloop. Polyloop. Keos. Polyloop. Polyloop. Construction composite bois.